Chapitre 1. Le prince fantôme. L'air de la citadelle de Pierre Noire était si dense qu'on aurait pu s'y noyer. Ce n'était pas simplement la fumée des milliers de torches qui bordaient la grande salle. Non, c'était le poids suffocant du pouvoir, de la posture et de l'orgueil. Pour la première fois en une décennie, le roi Alpha Alistair Blackwood avait convoqué toutes les meutes alliées pour le conclave de l'unité. Un rassemblement qui devait sceller les alliances, affirmer les hiérarchies et rappeler à chacun où se trouvait le véritable pouvoir. Depuis les marches modestes réservées à la délégation de la meute de Roche-Cramoisi, Ellie Vance se sentait misérablement petite. Sa meute était pauvre, leur terre était modeste, et ils étaient placés en conséquence. Près des cuisines, là où le fracas des assiettes et les cris des domestiques couvraient presque le discours monotone du roi sur la force et la lignée. Ellie avait 32 ans. Elle n'était pas une jeune louve innocente, mais une femme qui avait connu la faim, le froid des hivers sans fin et la honte de voir sa meute décliner année après année. Elle avait les mains calleuses d'une travailleuse, les yeux fatigués de quelqu'un qui avait trop souvent pleuré en silence, et pourtant, quelque chose en elle refusait de se briser. Peut-être était-ce l'héritage de sa grand-mère, Eleanora Vance, cette femme sourde qui lui avait appris que le silence n'était pas une malédiction, mais un autre langage. Un langage du cœur. Le regard d'Élie dériva du roi. Un homme qui semblait taillé dans le granit et la fureur, vers la silhouette qui se tenait juste derrière son trône. C'était l'homme dont elle avait entendu des murmures. Le prince Kelvin Blackwood, le fils muet. Il était un paradoxe vivant. Il possédait la stature des Blackwood, grand, les épaules larges, avec les mêmes cheveux noirs de jet que son père. Pourtant, il se tenait avec une immobilité presque inquiétante. Tandis que les autres alphas bombaient le torse et se pavanaient, Kelvin était comme un trou noir, absorbant toute lumière, n'en reflétant aucune. Il était présent, mais absent à la fois. Un fantôme au milieu de la cour. Un rire soudain, obscène et bruyant, déchira la solennité de la salle. Lord Valerius Thorne, l'alpha arrogant et séduisant de la puissante meute de la Lune d'Argent, s'était penché vers son compagnon, désignant le prince d'un mouvement du menton. Un alpha silencieux est un alpha brisé, ricana Valerius, juste assez fort pour être entendu par ceux qui l'entouraient. Un loup qui ne peut commander n'est pas un loup du tout. Quelle pitié que la lignée du roi se termine dans un murmure. Ellie tressaillit, son estomac se tordant d'une humiliation par procuration. Elle observa Kelvin. Son expression ne vacilla pas. Ses yeux, d'un gris pâle saisissant, presque argentés, restèrent fixés sur un point dans les chevrons du plafond. Il ne réagit pas. Il ne sia même pas. Pire que la moquerie fut la réaction du roi. Alistair avait entendu l'insulte. Son ouïe de loup était légendaire. Il ne fit rien. Il ne défendit pas son fils. Il ne fit pas taire le seigneur insubordonné. Il continua simplement son discours, sa voix tonitruante couvrant l'affront comme si lui et son fils n'étaient que du vent. Le cœur d'Ellie se serra. C'était une sensation familière. Elle savait ce que c'était que d'être négligée. Mais ceci était différent. Ce n'était pas être négligé. C'était être effacé. Plus à heure, durant le banquet cérémoniel, la grande salle se transforma en une cacophonie de vantardises et de défis. Les alphas frappèrent leurs poings sur les tables, réclamant plus de vent, leur voix formant une compétition de dominance. Ellie, n'ayant aucun appétit pour les jeux politiques ni pour les viandes rôties lourdes, se retrouva à s'éclipser de sa délégation. Elle erra à travers une arche et découvrit une petite alcôve éclairée par la lune qui surplombait la vaste forêt sombre bordant la citadelle. L'air frais de la nuit fut un soulagement immédiat. Le froid mordant de décembre piquait ses joues, mais c'était une douleur bienvenue après l'atmosphère étouffante de la salle. Elle ne fut pas seule longtemps. Une silhouette se tenait déjà là, appuyée contre la balustrade de pierre. C'était le prince Kelvin. Il fixait la pleine lune, son profil tranchant et mélancolique. Il ne l'avait pas remarqué. Il semblait si perdu dans ses pensées qu'Ellie eut peur de respirer, craignant de briser le premier moment de paix qu'elle lui voyait avoir. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû retourner auprès de sa meute. Il était dangereux d'approcher un royal, surtout un homme si visiblement accablé. Mais tandis qu'elle l'observait, elle vit sa main se lever. Il fléchit ses doigts, puis lentement, délibérément, ses mains commencèrent à bouger. Ce n'était pas un tic nerveux. C'était un langage.
Le souffle d'Ellie se bloqua dans sa gorge. Sa grand-mère, Eleanor Vance, avait été sourde. Dès l'âge de 3 ans, Ellie avait appris à parler avec ses mains avant même de pouvoir former des phrases complexes avec sa voix. C'était un langage dans lequel elle était fluide, un coin oublié de sa vie qu'elle utilisait rarement depuis la mort de sa grand-mère, 10 ans auparavant. Kelvin signait pour lui-même. Ses mouvements étaient courts, coléreux et tendus. Toujours le même bruit. Rien qu'un bruit. Ils n'écoutent pas. Ils ne font que crier. Ellie sortit de l'ombre. Kelvin se figea instantanément. Ses mains retombèrent et il se tendit, son corps adoptant une posture défensive. Ses yeux gris pâles, désormais plus distants, se verrouillèrent sur elle. Ils étaient froids, méfiants et remplis d'une colère ancienne et lasse. C'était un loup acculé, s'attendant à recevoir un coup. Le cœur d'Ellie martela contre ses côtes. Elle savait ce que c'était. C'était le moment où elle aurait dû s'incliner, s'excuser et fuir. Au lieu de cela, elle leva ses mains. Ses doigts étaient raides, maladroits par le manque d'usage et la nervosité, mais elle les força à bouger, formant le salut simple et respectueux. Mon nom est Ellie. Elle signa ensuite la phrase qui allait tout changer. La musique est trop forte là-dedans. Je préfère le silence. Kelvin fixa ses mains comme si elle venait d'invoquer le feu. Son corps se raidit et son regard passa de ses doigts à son visage. Le choc dans ses yeux était si profond, si brut, que c'était comme regarder un homme frappé par la foudre. Il scrutait son visage, cherchant la supercherie, l'angle, la moquerie. Il n'en trouva aucune, seulement l'expression anxieuse et sincère d'une femme qui venait de partager un secret. Lentement, comme s'il soulevait un grand poids, Kelvin leva ses propres mains. Ses mouvements étaient bien plus fluides que les siens, pratiqués et précis. Vous parlez? Ses mains formèrent la question avec une incrédulité mêlée d'espoir. Ellie offrit un petit sourire tremblant. Elle hocha la tête, ses mains bougeant à nouveau. Ma grand-mère me l'a appris. Elle disait que c'était le langage du cœur, un muscle tressailli dans la mâchoire de Kelvin. Pour la première fois ce soir-là, le masque impénétrable du prince muet se fissura. Il maintint son regard, et sous la lumière argentée de la lune, Ellie Vance, la louve de rang modeste d'une meute mineure, vit l'héritier alpha pour la toute première fois. Non pas le fantôme, non pas le fils brisé, mais l'homme. Ils restèrent là sur cette alcôve glacée, pendant ce qui sembla être une éternité et un instant à la fois. Le vent nocturne soufflait autour d'eux, apportant avec lui l'odeur de la neige prochaine et du pain des forêts lointaines. Les bruits du banquet, les rires vulgaires, les chants avinés, les défis lancés, leur parvenaient étouffés, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Kelvin n'avait pas bougé. Il la regardait toujours, ses yeux gris fouillant son visage comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme ancienne. Puis, lentement, ses mains se levèrent à nouveau. Pourquoi? Un seul signe, une seule question, mais elle contenait tout. Pourquoi me parlez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas peur? Pourquoi moi? Aurélie prit une inspiration tremblante. Le froid brûlait ses poumons, mais elle se sentait étrangement vivante. Elle leva ses mains, cherchant les bons mots, les bons signes, parce que personne ne devrait être invisible. Les yeux de Kelvin se plissèrent légèrement. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus douloureux, de la reconnaissance, du soulagement, de la peur. Il détourna le regard, fixant à nouveau la lune. Pendant un long moment, Ellie pensa qu'il ne répondrait pas, qu'il se contenterait de disparaître dans les ombres comme le fantôme qu'il était devenu. Mais ses mains bougèrent à nouveau, cette fois avec une lenteur délibérée, presque cérémonielle. Vous êtes la première, en 15 ans, vous êtes la première personne à me parler ainsi. Le cœur d'Ellie se brisa. 15 ans, 15 années de silence, 15 années à être entourée de centaines de personnes et pourtant être complètement seule. Je suis désolé, signa-t-elle, les larmes menaçant de déborder. Kelvin secoua légèrement la tête. Ses mains répondirent avec une précision presque brutale. Ne soyez pas désolé. La pitié est ce qu'ils m'offrent tous. Je n'en veux pas. Surtout pas de vous. Alors que voulez-vous? Demanda Ellie, ses mains tremblant légèrement. Kelvin la regarda à nouveau. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible chez un alpha,
encore moins chez le fils du roi le plus redouté du continent. Je veux que quelqu'un me voie, vraiment me voie, pas le prince brisé, pas le muet, pas la honte de mon père, juste moi. Ellie sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la sympathie, c'était de la compréhension. Une reconnaissance profonde et assez instinctive. « Je vous vois », signa-t-elle simplement. Le silence qui suivit fut lourd de signification. Kelvin ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la regarder, comme s'il gravait ce moment dans sa mémoire. Puis, avec un mouvement si rapide qu'Ellie faillit le manquer, il signa. « Merci ». Un bruit soudain les fit tous deux sursauter. Des pas lourds résonnaient dans le couloir menant à l'alcôve. Une voix masculine et autoritaire appelait. « Prince Kelvin, le roi vous réclame ». Kelvin se raidit immédiatement, le masque froid retombant sur son visage comme un rideau de fer. Il recula d'un pas, puis deux, se préparant à disparaître. Mais avant de partir, il fit une dernière chose. Il leva sa main droite et forma un signe qu'Ellie reconnut. C'était un ancien signe formel, celui utilisé par la noblesse autrefois pour prendre congé avec respect, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Ce n'était pas une question. C'était une promesse. Puis il disparut dans les ombres, aussi silencieux qu'un spectre. Ellie resta seule sur l'alcôve, le cœur battant la chamade, les mains encore tremblantes. Elle baissa les yeux sur ses paumes, comme si elle pouvait encore sentir la chaleur des signes qu'ils avaient échangés. Qu'avait-elle fait? Elle avait parlé au prince héritier. Elle avait brisé toutes les règles de protocole. Elle avait osé voir ce que personne d'autre ne voulait voir. Et pourtant, alors qu'elle retournait lentement vers les quartiers de sa meute, une seule pensée tournait dans son esprit. Je le referai, sans hésiter. Le lendemain matin, Ellie fut réveillée par un étrange silence. La citadelle, d'ordinaire grouillante d'activité dès l'aube, semblait retenir son souffle. Elle se leva de sa paillasse, les délégations mineures n'avaient droit qu'aux chambres de domestiques, et s'habilla rapidement dans sa simple robe de laine grise. Lorsqu'elle sortit dans le couloir, elle croisa Marcus, l'alpha de sa meute. C'était un homme nerveux, aux épaules voûtées, dont le regard fuyant trahissait des années de défaite et de compromis. « Ellie » siffla-t-il en la saisissant par le bras. « Où étiez-vous hier soir? On vous a cherché partout. »« J'avais besoin d'air, » répondit-elle, détestant le mensonge, mais sachant qu'elle ne pouvait révéler la vérité. « Eh bien, restez près de nous aujourd'hui. Lord Valerius a demandé après vous. C'est un grand honneur qu'un seigneur de son rang s'intéresse à quelqu'un de notre meute. » Le sang d'Ellie se glaça. « S'intéresse à moi? Dans quel sens? » Marcus évita son regard. Il a mentionné que vous pourriez être un bon ajout à sa propre meute, que vous aviez de la prestance. Ellie sentit la nausée monter. « Non, je n'irai pas chez les Thorne. Ce n'est pas à vous de décider, » cracha Marcus, sa voix montant avant de se contrôler. « Ellie, notre meute se meurt, nos récoltes ont échoué, nos troupeaux ont migré. Si Lord Valerius offre une alliance par votre intermédiaire, nous devons l'accepter. »« Vous voulez me vendre, » murmura-t-elle, l'horreur dans sa voix. « Je veux sauver notre peuple, » protesta Marcus faiblement. Avant qu'Ellie ne puisse répondre, un jeune garçon apparut au bout du couloir. C'était un page, vêtu des couleurs grises et noires de la maison Blackwood. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans, avec des yeux vifs et intelligents. Il s'arrêta devant elle, ignora complètement Marcus, et lui tendit un petit morceau de parchemin plié. Puis il disparut aussi vite qu'il était venu. Marcus fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » Ellie déplia le parchemin avec des doigts tremblants. Il ne contenait qu'un seul mot, écrit d'une main élégante et précise. « Bibliothèque ». Elle replia rapidement le papier, son cœur s'emballant. « Rien. Des directives pour le service de cet après-midi. » Marcus grogna, peu convaincu, mais n'insista pas. Il avait d'autres soucis. Il s'éloigna en marmonnant quelque chose sur les audiences du roi. Ellie serra le parchemin contre sa poitrine. La bibliothèque. Il voulait la revoir. Le prince fantôme l'avait convoqué. Chapitre 2. Le langage du cœur. La bibliothèque de la citadelle de Pierre-Noire était un monument à la longue histoire de la famille Blackwood. C'était une salle vaste et caverneuse, sentant le vieux cuir, l'encre et la cire d'abeille. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière qui perçaient les lourds rideaux de velours.
Des rangées interminables d'étagères s'élevaient jusqu'au plafond voûté, chargées de volumes dont certains dataient de plusieurs siècles. Ellie pénétra dans ce sanctuaire avec une révérence instinctive. Elle avait toujours aimé les livres. Dans sa jeunesse, avant que la pauvreté ne force sa famille à vendre la plupart de leurs biens, sa grand-mère possédait une petite collection de contes et de poèmes. Eleonora les lui lisait, non pas avec sa voix, mais avec ses mains, traduisant chaque mot en signes gracieux qui semblaient danser dans l'air. Le silence de la bibliothèque était différent de celui de la grande salle. Ce n'était pas un silence pesant, chargé de jugement et de mépris. C'était un silence apaisant, rempli de la sagesse des âges et du murmure des pages tournées par des générations de lecteurs. « Vous êtes venu !» Ellie sursauta violemment. Elle n'avait pas entendu Kelvin s'approcher. Il se tenait près d'une alcôve dissimulée derrière des étagères remplies de manuels tactiques et d'histoires anciennes. Il n'était pas vêtu de ses atours royaux. Il portait une simple tunique de lin blanc et des pantalons de cuir brun. Sans le poids de la cour sur ses épaules, il paraissait plus jeune, presque vulnérable. Mais ses yeux gris argentés, brillaient d'une intelligence aiguë qui contredisait toute illusion de faiblesse. Ellie porta instinctivement la main à sa gorge. Puis se ressaisit. Elle leva ses mains et signa. « Vous m'avez invité. Je ne pouvais refuser un prince. » Un léger sourire, le premier véritable sourire qu'elle lui voyait, effleura les lèvres de Kelvin. Il signa en retour, ses mouvements fluides et précis. « Ne mentez pas. Vous auriez pu ignorer le message. Vous auriez pu avoir peur. Mais vous êtes ici. » Ellie sentit ses joues chauffer légèrement. « Peut-être suis-je curieuse. »« Ou courageuse, répondit-il, son regard s'adoucissant. Il se tourna vers une grande table de chêne où un énorme volume relié de cuir était ouvert. Il fit signe à Ellie de s'approcher. Elle obéit, sentant son cœur battre un peu trop vite. Le livre était ancien, ses pages jaunies par le temps. C'était une histoire des langages de signes, depuis les signes commerciaux communs, utilisés par les marchands, jusqu'à l'ancien langage formel de la cour des Meudes de l'Ouest. Kelvin tapota une page spécifique, puis leva les yeux vers elle, un sourcil interrogateur. « Vous connaissez la forme ancienne ?» demanda en ses mains. Ellie s'approcha pour examiner les illustrations complexes. Son cœur fit un bond. C'était le langage qu'utilisait sa grand-mère, celui qu'elle appelait le langage des nobles âmes. Ma grand-mère était traditionnelle. Elle disait que c'était plus expressif. Une ombre d'amusement traversa le visage de Kelvin. Il signa en retour, ses mains bougeant avec une élégance presque hypnotique, utilisant justement cette forme ancienne. Elle avait raison. Les signes modernes sont brusques, utiles pour la hâte, mais ils manquent de but. Poésie, la hâte est pour ceux qui n'ont pas su planifier correctement, rétorqua Ellie avec un petit sourire, répondant elle aussi dans la forme ancienne. Kelvin pencha légèrement la tête, son expression devenant sérieuse mais non dénuée de chaleur. Touché. Vous avez de l'esprit, dame Ellie de Roche-Cramoisie. Et vous, Prince Kelvin, vous êtes bien plus que ce que le monde croit voir. Le silence qui suivit fut chargé d'une intensité nouvelle. Kelvin détourna le regard, comme s'il ne savait pas comment recevoir un tel compliment. Ses doigts effleurèrent le bord du livre ancien, puis il se ressaisit. « Venez, signa-t-il simplement. Je veux vous montrer quelque chose. » Il la guida plus profondément dans la bibliothèque, à travers des rangées d'étagères qui semblaient ne jamais finir. Ils montèrent un escalier en colimaçon qui menait à un balcon intérieur donnant sur la salle principale. Là, dissimulé derrière une tapisserie représentant une bataille ancienne, se trouvait une petite pièce. C'était un cabinet de travail. Modeste, mais rempli de trésors. Des cartes étaient épinglées au mur, des parchemins couverts de notes et de croquis jonchaient un bureau. Des livres étaient empilés partout, certains ouverts, d'autres marqués par des rubans. « C'est votre refuge, signa Ellie, comprenant immédiatement. » Kelvin hocha la tête. Il s'approcha du bureau et saisit plusieurs parchemins qu'il déroula devant elle. C'étaient des plans, des schémas techniques, d'une précision stupéfiante. Ellie reconnut la citadelle, mais ces dessins montraient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Un système d'aqueduc complexe, des canalisations qui apporteraient l'eau des montagnes directement à la ville basse. « Vous avez dessiné cela ?» demanda-t-elle émerveillée. « Oui, la ville basse souffre chaque été. Les puits s'assèchent, les enfants tombent malades.
J'ai conçu un système qui résoudrait le problème. Mais il s'interrompit, ses mains se crispant légèrement. Mais personne ne vous écoute, termina Ellie doucement. Kelvin la regarda, et dans ce regard, elle vit une frustration brûlante, une douleur profonde. Mon père croit qu'une voix est le seul outil de commandement. Il écoute les alphas les plus bruyants, pas les plus intelligents. Pour lui, si je ne peux rugir, je ne peux diriger. Ellie sentit la colère monter en elle, une colère froide et juste. Alors il est un imbécile. La réponse fut immédiate et féroce. Les mots flottèrent entre eux, suspendus dans l'air comme une déclaration de guerre. C'était une trahison. Insulter le roi, même en signe, même dans le secret d'une pièce cachée, était un crime capital. Kelvin la fixa, ses yeux élargis par le choc. Il avait attendu qu'elle ait peur de lui, qu'elle le flatte. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle soit d'accord. Puis, lentement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Kelvin rit. Ce n'était pas un son, il ne pouvait pas rire à voix haute. Mais ses épaules tressautèrent, ses yeux brillèrent et son visage se transforma. La dureté, la mélancolie, tout disparut, remplacé par quelque chose de lumineux et de jeune. Personne, signa-t-il lorsqu'il se ressaisit, personne ne m'a jamais dit cela. Personne n'oserait. Peut-être avez-vous besoin de quelqu'un qui ose, répondit Ellie, surprise par sa propre audace. Kelvin la regarda longuement, puis, avec une lenteur délibérée, il tendit la main. Ses doigts effleurèrent le dos de la main d'Ellie, là où elle reposait sur le bureau. Ce fut le plus bref des contacts, une étincelle de peau contre peau, mais cela résonna plus fort que n'importe quel cri dans la grande salle. Ellie ne retira pas sa main. Les doigts de Kelvin bougèrent à nouveau, plus lentement cette fois, avec une gravité nouvelle. « Pourquoi êtes-vous ici, Ellie Vance de Roche-Cramoisie? Votre meute est petite, pourquoi venir au conclave? » Ellie prit une inspiration tremblante. Elle signa la vérité, ce goût amer dans sa bouche. Nous sommes désespérés. Nos terres se meurent. Les troupeaux ont migré vers l'ouest. Nos hivers sont brutaux. Nous sommes venus supplier le roi pour de l'aide ou pour un nouveau territoire. L'expression de Kelvin s'assombrit. Mon père ne l'accordera pas. Il voit les petites meutes comme des fardeaux à absorber, pas comme des alliés à aider. Il exigera que vous vous dissolviez et prêtiez allégeance à une meute plus grande, comme celle de Thorne. Les épaules d'Ellie s'affaissèrent. Alors nous sommes perdus. Non. Le signe fut net, catégorique, presque violent dans son intensité. Kelvin la regarda, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Pas encore, pas tant que je suis là. Les heures s'écoulèrent comme des minutes. Ils parlèrent. Non, ils conversèrent, avec une aisance qui stupéfia Ellie. Kelvin n'était pas seulement un guerrier ou un prince négligé. C'était un érudit, un stratège, un penseur. Il lui montra des cartes des frontières nord, expliquant les failles dans les défenses de la Meute qu'il avait identifiées mais que personne ne voulait entendre. Il lui parla des tensions politiques entre les grandes meutes, des alliances fragiles maintenues par la peur plutôt que par le respect. Et Ellie, à son tour, lui parla de sa vie. Elle lui raconta Roche-Cramoisie, les collines escarpées et belles mais stériles, les hivers si froids que le lait gelait dans les seaux, les enfants qui pleuraient de faim. Elle lui parla de sa grand-mère, cette femme fière et tendre qui lui avait appris que le silence pouvait être une force, pas d'une faiblesse. Elle me manque chaque jour, signa Ellie, sentant les larmes menacées. Elle était la seule qui me voyait vraiment. Kelvin tendit la main à nouveau. Cette fois, il prit doucement la main d'Ellie dans la sienne. Ce n'était pas un geste romantique, du moins pas encore. C'était un geste de compréhension, de solidarité. « Je comprends », signa-t-il de sa main libre. « Ma mère, elle est morte il y a 15 ans. Elle était la seule qui me parlait, comme si j'avais de la valeur. »« Que s'est-il passé ?» demanda Ellie avec précaution. Le visage de Kelvin se ferma légèrement. Ses mains se crispèrent, puis il se força à continuer. Une embuscade de loup-garou sauvage. J'étais avec elle. J'avais 7 ans, j'étais bruyant, toujours à crier, à jouer. J'ai crié quand les sauvages nous ont trouvés. Je crois que c'était ma voix qui les a menés à nous. Ellie secoua violemment la tête. Non, vous étiez un enfant. Ce n'était pas votre faute. Mon père ne l'a jamais dit, mais je le vois dans ses yeux. Il me blâme. Et moi aussi je me blâme.
Alors j'ai arrêté de parler. Ce jour-là, j'ai fait le serment de ne plus jamais laisser ma voix causer du mal. Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Ellie. Elle serra la main de Kelvin plus fort. Votre silence n'est pas une pénitence. C'est un sacrifice. Mais vous ne devriez pas avoir à porter ce poids seul. Kelvin la regarda, et pour la première fois, Ellie vit des larmes briller dans ses propres yeux. Il ne les laissa pas tomber. Un prince ne pleurait pas, même un prince silencieux, mais elles étaient là. Vous êtes la première personne en 15 ans à me dire que ce n'était pas ma faute. C'est parce que ce n'est pas le cas. Et quiconque vous fait croire le contraire est cruel. Un bruit soudain les fit sursauter tous les deux. Des pas lourds résonnaient dans la bibliothèque principale. Une voix bourrue appelait. Le prince est-il ici? Le roi le demande pour l'audience de l'après-midi. Kelvin se leva immédiatement, le masque froid retombant sur son visage. Il fit signe à Ellie de rester silencieuse et se dirigea vers la sortie du cabinet. Mais avant de passer la tapisserie, il se retourna. Ses mains bougèrent rapidement, presque frénétiquement. Demain, même heure, s'il vous plaît. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplication. Ellie hocha la tête, son cœur gonflé d'une émotion qu'elle n'osait pas encore nommer. Je serai là. Le soulagement sur le visage de Kelvin fut si intense qu'il en était presque douloureux à voir. Puis il disparut, silencieux comme toujours. Ellie attendit plusieurs minutes avant de quitter le cabinet. Elle erra dans la bibliothèque, faisant semblant d'examiner des livres, jusqu'à ce que la voie soit libre. Lorsqu'elle retourna enfin au quartier de sa meute, elle trouva Marcus qui l'attendait, l'air sombre. « Où étiez-vous encore » aboya-t-il. « Je me promenais, j'avais besoin de réfléchir. »« Eh bien, réfléchissez vite. Lord Valerius nous a fait parvenir un message. Il souhaite vous parler demain. En privé. » Le sang d'Ellie se glaça. « Non, je refuse. Vous n'avez pas le choix, » siffla Marcus. « C'est un honneur qu'il vous accorde. Un honneur que notre meute ne peut se permettre de refuser. » Ellie le fixa, sentant la colère et le désespoir monter en elle. « Vous voulez me vendre à cet homme, un homme qui insulte publiquement le prince héritier, un homme sans honneur. Un homme avec du pouvoir, cracha Marcus. Du pouvoir qui pourrait sauver notre meute. Votre sacrifice. » « Mon sacrifice ?» répéta-t-elle incrédule. « Vous appelez cela un sacrifice? C'est de la lâcheté. » Marcus leva la main, et pendant un instant terrible, Ellie crut qu'il allait la frapper. Mais il se contenta de pointer un doigt tremblant vers elle. « Vous lui parlerez demain. C'est un ordre. Et si vous refusez, je vous ferai escorter de force. » Il partit, la laissant seule et tremblante. Ellie s'assit lourdement sur sa paillesse. Tout s'effondrait. Sa meute la trahissait. Valerius la convoitait. Et Kelvin était un prince, inaccessible malgré leur connexion. Mais alors qu'elle s'allongeait dans le noir, une pensée obstinée refusa de la quitter. Pas encore. Pas tant que je suis là. C'était ce qu'il avait signé. Une promesse. Et Ellie, malgré tout, choisit d'y croire. Le lendemain serait décisif. D'une manière ou d'une autre. Chapitre 3. Le piège se referme. Le lendemain arriva avec une lourdeur qui pesait sur la citadelle comme un présage. Le ciel était gris, chargé de nuages épais qui promettaient de la neige. L'air était glacial, piquant les joues et brûlant les poumons à chaque inspiration. Ellie se réveilla avant l'aube, incapable de dormir, l'estomac noué par l'anxiété. Elle avait 2 rendez-vous aujourd'hui, 2 destins qui s'affrontaient. Le premier, à la bibliothèque avec Kelvin. Un refuge, une promesse de compréhension. Le second, imposé par Marcus, avec Lord Valerius Thorne dans ses appartements privés. Une cage dorée qui se refermait. Ellie se leva silencieusement, enfilant sa robe de laine grise, la seule décente qu'elle possédait. Elle brossa ses cheveux châtains jusqu'à ce qu'ils brillent faiblement dans la lumière de la bougie. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la dignité. Si elle devait affronter Valerius, elle le ferait la tête haute. Mais d'abord Kelvin. La bibliothèque était déserte à cette heure matinale. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres longues et fantomatiques entre les rangées d'étagères. L'odeur familière du cuir et du parchemin accueillit Ellie comme une étreinte. Kelvin était déjà là, dans leur alcôve secrète. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la cour en contrebas, où des serviteurs s'activaient déjà, transportant du bois et de l'eau. Il portait une tunique noire simple et des bottes de cavalier. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés,
comme s'il avait passé la nuit à se retourner dans son lit. Lorsqu'il entendit ses pas, ou plutôt lorsqu'il sentit sa présence, car Ellie était certaine qu'il ne l'avait pas entendu approcher, il se retourna. Son visage s'illumina d'un soulagement si évident qu'Ellie en eut le cœur serré. Vous êtes venu, signa-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans ce simple geste qui la bouleversa. Je vous l'avais promis, répondit-elle. Kelvin s'approcha, et pour la première fois, il ne maintint pas la distance respectueuse qu'un prince devait observer. Il se tint près d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, l'odeur de pain et de cuir qui l'entourait. J'ai réfléchi toute la nuit, signa-t-il, ses mains bougeant avec une intensité fébrile. À votre meute, à la situation. J'ai un plan. Ellie sentit l'espoir s'enflammer dans sa poitrine. Un plan? Kelvin hocha la tête. Il la guida vers le bureau où une carte était déjà étalée. C'était une carte des territoires du Nord, avec des annotations écrites de sa main élégante. Il y a une région ici, signa-t-il en pointant une zone montagneuse à la frontière nord-est. Les hautes terres de brume. Elles sont inhabitées depuis une génération parce qu'on les croit hantées. Mais j'ai étudié les vieux rapports. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont des sources thermales qui créent une brume perpétuelle. La terre est fertile. Les troupeaux y prospéreraient, et elles sont assez vastes pour votre meute. Ellie examina la carte, son cœur battant plus vite. Mais si elles sont inhabitées, pourquoi votre père ne les a-t-il pas redistribuées? Parce qu'il ne pense qu'en termes de conquête et de puissance. Il veut absorber les petites meutes dans les grandes. Moi, je veux renforcer les alliances en aidant ceux qui en ont besoin. C'est une philosophie différente. Comment pouvez-vous convaincre le roi? Le visage de Kelvin s'assombrit légèrement. Je ne peux pas. Pas directement. Mais pendant le grand banquet de ce soir, toutes les décisions du conclave seront annoncées. Si je peux présenter cette proposition publiquement, devant tous les alphas, mon père sera forcé de la considérer. Refuser devant l'Assemblée serait admettre qu'il n'a pas de compassion pour les meutes en difficulté. C'était brillant, c'était audacieux, et c'était terriblement risqué. Il pourrait vous punir pour cette insubordination, signa Ellie, inquiète. Kelvin sourit, un sourire triste mais déterminé. Il me punit déjà en m'ignorant. Au moins, de cette façon, j'aurais essayé. Ellie sentit quelque chose se briser en elle. Cet homme, ce prince invisible, méprisé, réduit au silence, se battait pour elle, pour sa meute, alors que personne ne se battait pour lui. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha son visage. Ses doigts s'effleurèrent de sa joue, et Kelvin se figea, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes l'homme le plus noble que j'ai jamais rencontré », signa-t-elle de sa main libre, les larmes menaçant de déborder. Kelvin ferma les yeux un instant, s'appuyant imperceptiblement contre sa paume. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une émotion si intense dans son regard qu'Ellie en eut le souffle coupé. Sa main se leva, couvrant la sienne contre sa joue. Puis, avec une lenteur infinie, il tourna la tête et déposa le plus léger des baisers sur sa paume. C'était un geste chaste, respectueux, mais il contenait une promesse qui résonna dans chaque fibre de l'être d'Ellie. Le temps sembla s'arrêter. Puis, brutalement, la réalité revint. Des voix résonnaient dans la bibliothèque principale. Des voix masculines, autoritaires. « Je vous dis qu'il vient souvent ici. C'est le seul endroit où le prince fantôme se cache. » C'était la voix de Valerius Thorn. Kelvin et Ellie se séparèrent instantanément. Kelvin fit signe à Ellie de se cacher derrière la tapisserie, mais il était trop tard. Des pas lourds montaient déjà l'escalier en colimaçon. Valerius apparut, flanqué de deux de ses hommes. C'était un homme grand et séduisant, avec des cheveux blonds dorés et des yeux d'un bleu glacial. Il portait une armure légère, même à l'intérieur de la citadelle, comme s'il était constamment prêt à la bataille. Son sourire était celui d'un prédateur. « eh bien, le prince muet et la petite louve de roche cramoisie, comme c'est intime. » Kelvin se plaça immédiatement devant Ellie, son langage corporel devenant une barrière protectrice. Ses yeux étaient froids, son visage un masque de glace. Valerius rit, un son désagréable et moqueur. « Du calme, Votre Altesse. Je ne suis pas venu pour interrompre votre étude. Je suis simplement venu chercher Dame Ellie. Son alpha m'a donné la permission de lui parler en privé. N'est-ce pas, ma chère? » Ellie sentit la bile monter dans sa gorge. « Je n'ai rien à vous dire, Lord Thorn. » Le sourire de Valerius se durcit. « Oh, je pense que si.
Voyez-vous, votre meute est dans une position délicate et j'ai une proposition très généreuse à vous faire. Kelvin fit un pas en avant, se plaçant encore plus fermement entre Valerius et Ellie. Bien qu'il ne puisse parler, son message était clair. Elle n'ira nulle part avec vous. Valerius leva un sourcil, amusé. Le prince protège-t-il une simple roturière? Comme c'est touchant. Mais je crains que vous n'ayez pas votre mot à dire, Votre Altesse. L'Alpha Marcus a déjà accepté les termes. D'Amélie rejoindra ma meute, elle deviendra, comment dire, une membre appréciée de ma maison. Les mains de Kelvin se crispèrent en point. Ellie pouvait voir la tension dans chaque muscle de son corps. Il voulait frapper Valerius, il voulait le détruire. Mais il était un prince, et Valerius avait la loi de son côté. Si l'alpha d'une meute acceptait un accord, les membres devaient obéir. Non, dit Ellie, sa voix tremblante mais ferme. Je refuse. Valerius soupira, comme s'il était déçu par un enfant entêté. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une question. Si vous refusez, votre meute sera déclarée en faillite. Vos terres seront saisies. Votre peuple sera dispersé, vendu aux plus offrants. Des enfants seront séparés de leur mère. Des anciens mourront dans le froid. Tout cela parce que vous êtes trop orgueilleuse pour accepter une vie de confort dans ma maison. C'était un chantage pur et simple. Et Valerius le savait. Son sourire était celui d'un homme qui avait déjà gagné. Ellie sentit le monde basculer. Elle regarda Kelvin et vit l'impuissance et la rage dans ses yeux. Il ne pouvait rien faire. Pas ici. Pas maintenant. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Bien sûr, roucoula Valerius. Vous avez jusqu'à ce soir. Le banquet, ma chère. Vous annoncerez publiquement votre acceptation. Et ensuite, nous pourrons apprendre à nous connaître. Le sous-entendu dans sa voix était répugnant. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta, jetant un regard méprisant à Kelvin. Oh, et Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Je prendrai très bien soin de votre petit ami. Après tout, un homme comme moi, c'est comment commander. Puis il disparut, ses rires résonnant dans la bibliothèque. Le silence qui suivit fut assourdissant. Kelvin se retourna vers Ellie et elle vit que ses mains tremblaient. Il les leva, signant avec une violence à peine contenue. Il ne vous aura pas. Kelvin, ma meute. Je trouverai un moyen, je le jure. Mais même en signant ces mots, tous deux savaient la vérité. Kelvin n'avait pas de pouvoir. Il était un prince sans voix, ignoré par son père, méprisé par la cour. Comment pouvait-il défier un alpha aussi puissant que Valerius? Ellie s'approcha de lui et prit ses mains dans les siennes. Ne vous mettez pas en danger pour moi. Vous avez déjà tant fait. Vous ne comprenez pas, signa-t-il, ses yeux brûlants d'une intensité désespérée. En 15 ans, vous êtes la seule personne à m'avoir vu, vraiment vu. Je ne vous laisserai pas partir. Kelvin, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Jusqu'à ce soir, faites-moi confiance. Ellie regarda cet homme, ce prince brisé et magnifique, et réalisa avec une clarté terrifiante qu'elle lui faisait déjà confiance, plus qu'elle n'avait jamais fait confiance à quiconque. D'accord, signa-t-elle, jusqu'à ce soir. Le reste de la journée passa dans un brouillard de terreur et d'anticipation. Ellie retourna dans les quartiers de sa meute, où Marcus l'accueillit avec une expression de soulagement odieux. Vous avez pris la bonne décision, dit-il. Lord Thorne est généreux. Il a promis que notre meute pourrait rester ensemble, sous sa protection. Sous sa domination, vous voulez dire, cracha Ellie. C'est la même chose, marmonna Marcus, détournant le regard. Ellie passa les heures suivantes seule, assise près de la petite fenêtre de sa chambre, regardant la neige commencer à tomber. Elle pensait à Kelvin, elle pensait à sa grand-mère, elle pensait aux paroles d'Eleonora. Le silence n'est pas une faiblesse, mon enfant. C'est un choix. Et les choix ont du pouvoir. Lorsque le soir arriva, les domestiques vinrent la chercher pour la préparer au banquet. On lui donna une robe, pas la sienne, mais une fournie par Valerius. C'était une robe de soie bleu nuit, magnifique mais provocante, avec un décolleté profond et des manches transparentes. C'était un message. Vous m'appartenez désormais. Ellie la porta parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais dans son cœur, elle refusait de se soumettre. La grande salle était transformée. Des centaines de bougies illuminaient l'espace et des tables croulaient sous les mets les plus raffinés.
Les alphas et leur délégation étaient vêtus de leurs plus beaux atours, brillants de bijoux et d'arrogance. Ellie entra et sortait écortée par Marcus. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle entendit les murmures, sentit le poids des jugements et des convoitises. Valerius était assis à la table haute, près du roi. Lorsqu'il vit Ellie, son sourire s'élargit. Il se leva et lui fit signe d'approcher. Ellie avança, chaque pas lui coûtant une partie de son âme. Mais juste avant d'atteindre la table haute, elle chercha des yeux Kelvin. Il était là, debout dans l'ombre derrière le trône de son père, comme toujours. Mais cette fois, il ne regardait pas le plafond. Il la regardait. Et dans ses yeux, elle vit une promesse. « Attendez, faites-moi confiance. » Le roi Alistair se leva, faisant taire la salle d'un geste de la main. « Nobles alpha », commença-t-il de sa voix tonitruante. « Ce soir marque la fin du conclave de l'unité. Des alliances ont été forgées. Des décisions ont été prises. » Il fit une pause, jetant un regard à Valerius. Lord Valerius Thorne de la meute de la Lune d'Argent a proposé une union qui renforcera nos liens. Dame Ellie Vance de Roche-Cramoisie rejoindra sa maison et en échange, sa meute sera placée sous sa protection. Des applaudissements polis résonnèrent, mais Ellie les entendait à peine. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Valerius se leva, tendant la main vers elle. « Venez, ma chère, scellons cet accord devant tous. » Ellie ne bougea pas. Elle regarda Kelvin, et c'est alors que cela se produisit. Kelvin s'avança. Pas dans l'ombre, pas derrière le trône. Il s'avança au centre de la salle, devant le roi, devant tous les alphas assemblés. Le silence tomba comme un coup de tonnerre. Le roi Alistair fronça les sourcils. « Kelvin, retourne à ta place. » Mais Kelvin l'ignora. Il marcha directement vers Ellie. Il s'arrêta devant elle, se plaçant entre elle et Valerius. Puis, lentement, délibérément, il retira sa cape, la cape portant l'emblème royal des Blackwood, et la drapa sur les épaules d'Ellie, couvrant la robe que Valerius lui avait imposée. C'était un geste de protection, de revendication, de défi. La salle explosa en murmures choqués. Valerius se leva d'un bond, son visage rouge de rage. « Comment osez-vous? Elle est à moi! » Kelvin se retourna lentement pour faire face à Valerius. Il ne dit rien. Il se contenta de le regarder, mais ce regard n'était pas silencieux. C'était une promesse. C'était une menace. C'était un défi que chaque instinct primordial dans la salle comprenait. Le roi Alistair se leva, sa voix tonnant de fureur. « Kelvin, explique-toi immédiatement. » Mais Kelvin ne se retourna pas vers son père. Il tendit simplement le bras vers Ellie, et Ellie, enveloppée dans la cape royale, prit de son bras. Ensemble, sans un mot, le prince muet et la louve de rang modeste sortirent de la grande salle, laissant une cour stupéfaite et silencieuse dans leur sillage. Le piège s'était refermé, mais pas sur Ellie. Sur tous ceux qui avaient sous-estimé le prince fantôme. Chapitre 4. La voix du tonnerre. La nuit était tombée sur la citadelle de Pierre Noire, et avec elle un froid mordant qui gelait la terre et blanchissait les pierres. Ellie et Kelvin n'avaient pas couru en sortant de la grande salle. Ils avaient marché dignement, la tête haute, comme si leur défi était la chose la plus naturelle du monde. Mais une fois hors de vue, Kelvin l'avait guidé rapidement à travers des couloirs secrets, des passages que seuls les membres de la famille royale connaissaient. Ils se retrouvèrent finalement dans les écuries royales, un bâtiment massif qui sentait le foin, le cuir et les chevaux. C'était silencieux à cette heure, les palefreniers ayant terminé leur service. Seules quelques lanternes projetaient des cercles de lumière tremblante sur les stalles. Kelvin s'arrêta devant la stalle d'un immense destrier noir. L'animal hennit doucement en reconnaissance, poussant son museau contre l'épaule du prince. C'était Cendre, le seul véritable ami de Kelvin, l'unique créature qui ne l'avait jamais jugé. Ellie, encore enveloppée dans la cape royale, tremblait. Mais ce n'était pas de froid. C'était le choc, l'adrénaline et une émotion si puissante qu'elle ne savait comment la nommer. « Qu'avez-vous fait ?» signa-t-elle, ses mains tremblant violemment. « Votre père, Valerius. Ils vont... » Kelvin se retourna vers elle. Dans la faible lumière des lanternes, ses traits étaient sculptés d'ombre et de détermination. Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes pour les calmer. « J'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début, » signa-t-il, ses mouvements lents et délibérés. « J'ai choisi. Ils vous puniront. Ils pourraient vous exiler.
vous déshéritez. Un sourire triste toucha les lèvres de Kelvin. Je suis déjà exilé, invisible au sein de ma propre cour, déshérité en tout sauf le nom. Qu'ai-je vraiment à perdre? Tout, signa Ellie avec passion. Vous avez tout à perdre. Kelvin lâcha une de ses mains pour toucher doucement son visage, son pouce caressant sa joue avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Non, j'ai tout à gagner. Pour la première fois en 15 ans, je me bats pour quelque chose qui en vaut la peine. Les larmes d'Ellie débordèrent, roulant sur ses joues. Kelvin les essuya avec son pouce, ses yeux gris brillants d'une émotion si intense qu'elle en était presque douloureuse. Puis, un bruit résonna dans la nuit. Des voix, des torches. On les cherchait. Kelvin se raidit immédiatement. Il signa rapidement. Demain matin, il y aura une chasse cérémonielle. Toutes les alphas y participeront pour prouver leur force. Mon père, Valerius, tous. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous allez y participer aussi. En tant que mon invité, votre père l'interdira. Le sourire de Kelvin devint plus sombre, presque dangereux. Qu'il essaye. Il sortit un morceau de parchemin de sa tunique et y griffonna quelque chose rapidement. C'était une note formelle, un défi. « Que faites-vous? » demanda Ellie alarmée. « Mon père veut une démonstration de force. Il l'obtiendra. Valerius veut revendiquer un prix. Il devra me combattre pour cela. Et moi, j'en ai assez d'être silencieux. » Avant qu'Ellie ne puisse répondre, les portes des écuries s'ouvrirent brutalement. Des gardes royaux entrèrent, menés par le roi Alistair lui-même. Le visage du roi était un masque de fureur glaciale. « Kelvin! » tonna-t-il. « Quelle insolence est-ce que là? » Kelvin ne bougea pas. Il se tenait devant Ellie, protecteur, défiant. Alistair s'approcha, sa présence alpha écrasante emplissant l'espace. « Tu as humilié Lord Thorne devant toute la cour. Tu as perturbé un accord politique crucial. Et pourquoi? Pour une louve de rang inférieur. » Ellie sentit la honte brûler ses joues, mais Kelvin se tourna légèrement et signa quelque chose que seule elle pouvait voir. « Ne baissez jamais les yeux. Vous valez plus que tous ces alphas réunis. » Puis il se retourna vers son père et fit quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'inclina pas. Il ne baissa pas les yeux. Il maintint le regard du roi avec une égalité qui fit écarquiller les yeux d'Alistair. « Tu n'as rien à dire pour ta défense? » gronda le roi. Kelvin, bien sûr, ne répondit pas, mais il tendit le parchemin qu'il avait écrit. Un garde le prit et le remit au roi. Alistair le lut, et son visage devint livide. « Un défi? Tu défies Valerius Thorne lors de la chasse de demain? Es-tu devenu fou? » Kelvin ne bougea pas. Ses yeux étaient calmes, résolus. Alistair froissa le parchemin dans son poing. « Tu n'as pas chassé depuis des années. Tu es... » Le roi s'arrêta, ne pouvant se résoudre à dire le mot « faible ». Mais il flottait dans l'air, non dit mais entendu. « Si tu participes à cette chasse, dit finalement Alistair, tu le fais seul. Je ne te protégerai pas. Si Valerius te blesse, voire te tue, ce sera ta faute. » Kelvin hocha simplement de la tête. Il acceptait des termes. Le roi se tourna vers Ellie, son regard dur. « Quant à vous, Dame Vance, vous avez causé assez de troubles. Vous serez confinés à vos quartiers jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. » « Non, dit une voix. Tout le monde se figea. La voix n'était pas venue d'Ellie. Elle était venue de Kelvin. Non, ce n'était pas possible. Kelvin ne parlait pas. Il ne pouvait pas parler. Mais Alistair avait entendu. Tous les gardes avaient entendu. C'était un murmure rauque, douloureux, comme un métal qui grince. Mais c'était un mot. Un mot prononcé par un homme qui n'avait pas parlé depuis 15 ans. Le roi fixa son fils, bouche bée. « Tu as parlé? » Kelvin ferma les yeux, comme si ce seul mot lui avait coûté une part de son âme. Mais quand il les rouvrit, ils étaient déterminés. Il secoua la tête et signa. « Pas maintenant, mais demain, j'aurai beaucoup à dire. » Le matin de la chasse arriva avec un froid brutal. Le ciel était d'un bleu acier, sans nuages, et la neige tombée pendant la nuit scintillait comme des diamants sous le soleil levant. La cour de la citadelle était une masse de chevaux qui piaffaient, de chiens qui aboyaient, et d'alphas bruyants qui se vantaient de leur prouesse. Lord Valerius était au centre, vêtu d'une armure polie et d'une cape en fourrure de loup. Son sourire était froid et calculateur. Il savait ce qui allait se passer. Il avait reçu le défi de Kelvin et il l'accueillait avec joie.
C'était l'occasion parfaite de détruire le prince une fois pour toutes. Le roi Alistair observait depuis une plateforme surélevée, son visage impassible. Juste au moment où le corps était sur le point de sonner, deux silhouettes émergèrent des écuries. Le prince Kelvin, monté sur son destrier noir cendre, et Ellie Vance, montant une jument brune solide. Kelvin ne portait pas d'armure de chasse. Il était vêtu d'une simple tunique noire de guerrier, une longue épée attachée à son dos. Il n'avait pas l'air d'un homme allant à une chasse. Il avait l'air d'un homme allant à la guerre. Un silence tomba sur la cour. Kelvin! Rugit le roi Alistair. Qu'est-ce que cela signifie? La chasse est pour les alphas, pas pour les compagnons. Kelvin l'ignora. Il dirigea Cendre directement au centre de la cour, s'arrêtant devant un Valerius stupéfait. Puis Kelvin fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. Il se transforma. Ce ne fut pas une transformation hésitante et douloureuse d'un loup faible. Ce fut instantané. Un moment, il était un homme sur un cheval. Le suivant, un loup massif se tenait sur les pavés. Mais ce n'était pas le loup auquel il s'attendait. Les membres de la meute qui avaient aperçu sa forme dans l'enfance se souvenaient d'un loup gris normal. Ceci était quelque chose de nouveau. Le loup de Kelvin était énorme, plus grand même que celui de son père. Il n'était pas noir, mais d'un gris ombre profond, avec une fourrure qui semblait absorber la lumière du matin. Et ses yeux, ils étaient les mêmes gris pâles, intelligents et évaluateurs. Ce loup n'était pas une bête. C'était un général dans la peau d'un loup. Le propre loup de Valerius, un grand animal couleur sable, grogna et recula instinctivement. Le loup de Kelvin, Kelly apprendrait plus tard qu'il appelait Nyx, tourna la tête. Il croisa le regard d'Ellie. C'était un commandement silencieux. Transforme-toi. Fais-moi confiance. Ellie, qui ne s'était pas transformée devant la cour, sentit une vague d'énergie défiant pure. Elle descendit de sa jument et laissa sa propre transformation la prendre. Son loup était plus petit, une créature rapide au pelage rouge cramoisi. Mais elle était rapide, agile, et ses yeux brillaient de détermination. Le roi Alistair criait quelque chose sur l'insubordination, le contrôle, mais la chasse avait déjà commencé. Le loup de Kelvin, Nyx, lâcha un unique hurlement silencieux, un geste de pure arrogance défiante, et s'élança hors de la cour. Le loup d'Ellie, sans hésitation, courut à ses côtés. Ils plongèrent dans la forêt sombre. La chasse avait commencé. Mais ce n'était pas un cerf qu'ils chassaient, c'était un piège. Ils coururent pendant des kilomètres, le loup de Kelvin imposant un rythme brutal. Ellie suivait par pure détermination. Ils bougeaient comme un seul, une équipe silencieuse. Puis Kelvin s'arrêta. Il testa l'air. Ellie le sentit aussi. Ce n'était pas du cerf. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de fétide. Des loups sauvages, un piège. Mais pas celui de Kelvin. Des ombres émergèrent de la forêt. 6 loups. Ils étaient énormes, balafrés, leurs yeux jaunes et fous. Des sauvages. Des loups bannis de leur meute, devenus fous et dangereux. Et ils couraient avec la partie de chasse de Valerius. Pas contre elle. Valerius lui-même, sous sa forme lupine, surgit à travers les arbres, dérapant pour s'arrêter. Il regarda les sauvages, puis Kelvin et Ellie. La trahison était évidente. Ce n'était pas une chasse. C'était un assassinat. Valerius n'était pas venu défier Kelvin. Il était venu l'éliminer en utilisant des sauvages pour faire le sale travail. Un acte interdit par toutes les lois des meutes. Il est brisé. La voix de Valerius résonna dans leur esprit, un grondement télépathique. Il est faible. Le roi me remerciera d'avoir purifié la lignée. L'un des sauvages bondit sur Ellie. Le loup de Kelvin bougea. Il n'était pas juste un grand loup. C'était un loup silencieux. Il ne grognait pas, il ne rugissait pas. Il combattait simplement. Ses mouvements étaient économiques, brutaux et d'une précision létale. Il intercepta le sauvage en plein vol, ses mâchoires se refermant sur sa gorge. Il y eut un craquement sinistre. Il ne perdit pas de temps sur le cadavre. Il tournait déjà, se plaçant entre Ellie et les 5 autres. Valerius, voyant son plan échouer, hurla de rage et bondit sur Kelvin. Ce fut une erreur. Kelvin, l'érudit silencieux, le stratège, affronta la force brute de Valerius avec une précision calculée et vicieuse. Il esquiva l'attaque maladroite, lacéra le flanc de Valerius avec ses griffes et était déjà de retour à protéger Ellie
avant que Valerius ne puisse se retourner. Les sauvages attaquèrent en groupe. Ellie combattit à ses côtés, sa forme plus petite se faufilant, déchirant leurs pattes pendant que Kelvin prenait leur gorge. Ils étaient une paire parfaite et létale. En moins d'une minute, 4 sauvages étaient morts. Le dernier, voyant le vent tourner, gémit et s'enfuit. Maintenant, il n'y avait plus que 2 loups. Le loup gris ombre de Kelvin et le loup couleur sable de Valerius. Tous deux étaient ensanglantés, mais Kelvin se tenait droit et fier. Valerius respirait difficilement, une entaille profonde saignant abondamment sur son flanc. « C'est fini, Valerius », projeta le loup d'Ellie, ses pensées tremblantes. Valerius grogna. « C'est fini quand je le dis, Omega. » Il se lança, non pas sur Kelvin, mais sur elle. Il savait qu'il ne pouvait battre Kelvin, mais il pouvait le blesser en attaquant Ellie. Il était trop rapide. Ellie n'eut pas le temps de réagir. Elle se prépara à l'impact, aux dents déchirantes. Cela ne vint jamais. Kelvin bougea avec une vitesse qui semblait défier la physique. Il percuta Valerius, prenant toute la force de l'attaque. Ils roulèrent, un enchevêtrement de fourrures et de griffes, jusqu'à ce que la forme massive de Kelvin cloue Valerius au sol de la forêt. Les mâchoires de Kelvin étaient à la gorge de Valerius. Ses yeux, même sous forme lupine, étaient froids. Il le tenait. Il pouvait en finir. Valerius gémit, sa dominance alpha brisée, exposant sa gorge molle dans le geste ultime de soumission. Kelvin maintint la position pendant un long moment agonisant. La forêt était silencieuse à l'exception de leur respiration rauque et du sang qui goûtait. Puis Kelvin fit la chose la plus choquante de toutes. Il le laissa partir, il recula, il tourna le dos à l'alpha vaincu, l'insulte ultime qu'un loup pouvait infliger, et marcha vers Ellie. Il la poussa doucement du museau, sa voix télépathique un grondement bas et douloureux dans son esprit. « Es-tu blessé? »« Je vais bien, » renvoya-t-elle, frappée de stupeur. « Kelvin ?» Valerius, voyant son ouverture, se remit péniblement sur ses pattes. Ses yeux étaient fous d'humiliation et de haine. Il ne serait pas épargné. Il ne serait pas ignoré. Il bondit sur le dos sans défense de Kelvin. Ellie hurla un avertissement. Kelvin pivota, mais c'était trop tard. Les mâchoires de Valerius, dont les dents devaient être plaquées ou enduites d'argent, visaient le cou et trouvèrent l'épaule. Kelvin rugit, un vrai son guttural d'agonie, alors que les dents de Valerius, empoisonnées à l'argent, s'enfonçaient profondément. Kelvin s'effondra, sa forme lupine vacillant, l'argent empoisonnant son système. « Maintenant, tu es brisé !» grogna Valerius, sa forme lupine se transformant en humaine. Il se tenait au-dessus du loup massif et convulsant, un poignard d'argent apparaissant dans sa main. « Maintenant, tu es silencieux pour toujours. » Il leva la lame pour porter le coup mortel. Le temps s'arrêta. Ellie, toujours sous sa forme de louve cramoisi, regarda la lame d'argent descendre. Elle visait le cœur de Kelvin. Valerius hurlait de triomphe. « Le roi n'a pas de fils !» Kelvin était au sol, sa grande forme lupine convulsant alors que l'argent brûlait dans ses veines. Il essaya de se lever, mais le poison était trop rapide, trop fort. Ses muscles se verrouillèrent. Il était sans défense. Ellie se lança sur Valerius. Elle était rapide, mais il était un alpha. Il l'entendit venir et, sans même regarder en arrière, la frappa d'un revers de main. La force du coup l'envoya rouler, sa tête heurtant le tronc d'un chêne. Des points noirs dansèrent dans sa vision. « Pathétique !» cracha Valerius, se retournant vers sa véritable cible. Il leva à nouveau la lame d'argent. « Adieu, Prince. » Il savourait le moment. Il exultait. Et dans ce cas, il commit son erreur finale et fatale. Kelvin était au sol, il était empoisonné, il souffrait. Mais alors qu'il regardait Ellie, gisant, étourdie et saignante au pied de l'arbre, l'agonie dans son épaule fut éclipsée par un feu différent. C'était une rage qui couvait depuis 15 ans. Une rage construite sur un fondement de moquerie, de pitié et de dédain. Une rage contre la froideur de son père, contre la cruauté de Valerius, contre un monde qui avait essayé de l'effacer. Il avait été silencieux depuis le jour où il avait regardé sa mère mourir, prise dans une embuscade de sauvages qu'il croyait avoir attirés par ses cris d'enfant. Il avait fait vœu de silence ce jour-là, croyant que sa voix était un danger. Puis le silence était devenu une habitude, puis une prison. Maintenant, alors que Valerius levait la lame au-dessus de la seule personne qu'il avait jamais vraiment vue, les murs de la prison se brisèrent. Kelvin ouvrit la bouche.
Il ne parla pas simplement, il ne cria pas simplement, il rugit. Mais ce n'était pas le rugissement d'un loup. C'était une voix humaine, brisée par une décennie et demie de non-usage. Et elle était imprégnée d'un pouvoir que le monde n'avait pas entendu depuis 1000 ans. Agenouille-toi. Le mot n'était pas une demande, ce n'était pas un commandement. C'était une loi fondamentale. C'était le véritable commandement alpha, un pouvoir légendaire que la plupart croyaient être un mythe. L'effet fut instantané et catastrophique. L'onde sonore explosa vers l'extérieur depuis Kelvin. Le poignard d'argent dans la main de Valerius ne tomba pas simplement. Il se désintégra, se brisant en 1000 morceaux. Les arbres autour d'eux se courbèrent comme frappés par un ouragan. La pression de l'air elle-même changea, crépitant dans les oreilles d'Ellie. Valerius Thorn, alpha seigneur d'une meute puissante, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur qui transcendait la peur. Son corps, complètement contre sa volonté, obéit. Ses jambes cédèrent, ses bras se plaquèrent contre ses flancs. Il s'effondra sur le sol forestier, ses genoux se fissurant sur les racines dures, son front pressé dans la terre. Il était prostré, une épave tremblante et brisée, totalement dominée. Kelvin, repoussant l'empoisonnement à l'argent, sa forme lupine massive ondulant et se transformant, se força à se mettre debout. Il saignait, il tremblait, mais il était debout. Il marcha vers Valerius paralysé. Il le regarda. La forêt était d'un silence de mort. Les oiseaux, les insectes, le vent lui-même, tout avait été réduit au silence par cet unique mot impossible. La forme lupine de Kelvin céda finalement. Il se transforma, s'effondrant sur un genou. Mais il était encore humain. Il était nu, couvert de sang, le sien et celui des sauvages, et la blessure d'argent sur son épaule était une ruine noircie et fumante. Mais ses yeux étaient clairs. Il regarda Valerius. Il ouvrit à nouveau la bouche. Sa voix, cette fois, n'était pas un commandement. C'était un râle, brut et douloureux. « Tu as comploté avec des sauvages », râla Kelvin, chaque mot semblant déchirer sa gorge. « Tu as attaqué un héritier. Tu lui as fait du mal. » Il leva les yeux alors que le son de sabots et de pattes qui couraient tenait à travers la forêt. Le groupe du roi, attiré par le son surnaturel du commandement, surgit dans la clairière. Le roi Alistair était en tête, son visage un masque d'incrédulité. Il vit les sauvages morts. Il vit son fils, sanglant et humain, mais vivant. Il vit Ellie, maintenant sous forme humaine, tenant sa tête et le regardant avec une adoration mêlée de terreur. Et il vit Lord Valerius paralysé et prostré au sol, incapable de bouger, ses yeux roulants de terreur. Quelle magie est-ce? Chuchota Alistair, ses yeux écarquillés. Kelvin regarda son père. Les années de douleur, d'être ignoré, d'être rejeté comme brisé, passèrent entre eux. « C'est un traître », dit Kelvin, sa voix gagnant une fraction de force. « Il a utilisé de l'argent. Il a amené des sauvages. » Valerius, son corps toujours verrouillé par le commandement de Kelvin, ne put émettre qu'un gargouillis étranglé. « Mensonge !» cria l'un des hommes de Valerius, dégainant son épée. Le muet, c'est un monstre. Il est maudit. Il parle, chuchota Ellie, titubant sur ses pieds. Elle alla vers Kelvin, ignorant le roi, ignorant les gardes armés. Elle arracha un morceau de sa propre tunique et le pressa fermement contre la blessure d'argent fumante sur son épaule. Il parle. Kelvin grogna de douleur mais croisa son regard. La gratitude dans ses yeux était si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Le roi Alistair regardait la scène. Son esprit, pragmatique et politique, rattrapait le miracle dont il était témoin. Les sauvages morts, Valerius vaincu, son fils non seulement un guerrier, mais un orateur, et pas seulement un orateur, un mythe. « Saisissez-le », commanda Alistair, pointant Valerius. « Saisissez Lord Valerius Thorn pour haute trahison et usage d'argent contre un membre de la royauté. » Les hommes de Valerius, voyant leur alpha totalement brisé, jetèrent leurs armes. La garde du roi traîna le toujours paralysé seigneur sur ses pieds. Ce ne fut que lorsque Kelvin fit un léger hochement de tête douloureux que les muscles de Valerius se déverrouillèrent, lui permettant d'être lié. La force de Kelvin céda enfin. L'argent, l'effort, l'utilisation d'un pouvoir qu'il ne savait même pas posséder, c'était trop. Il bascula en avant. Ellie le rattrapa. « Je te tiens, chuchota-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Je te tiens. »
Ellie, râla Kelvin, ses yeux papillonnants. Son nom. C'était la première fois qu'il le prononçait à voix haute. Puis il redevint silencieux. Mais cette fois, ce n'était pas une prison. C'était juste le sommeil. Chapitre 5. Le réveil du roi. La citadelle de Pierre-Noire était en émoi. Le retour du groupe de chasse avait envoyé des ondes de choc à travers le conclave. Ils étaient partis avec un prince muet et étaient revenus avec une légende vivante. Lord Valerius Thorne croupissait dans les cachots, l'argent de son propre poignard désormais lié à ses poignets, neutralisant sa force. Toute sa délégation de la Lune d'Argent était assignée à résidence. Le prince Kelvin se trouvait dans l'infirmerie royale, oscillant entre la vie et la mort. Ellie refusait de quitter son chevet. Elle était assise près de son lit, sa main serrant la sienne, ignorant les regards fixés des guérisseurs et des gardes postés à sa porte. L'empoisonnement à l'argent était profond. Sa respiration était superficielle, sa peau fiévreuse. La brûlure d'argent n'était pas seulement dans la chair. Elle s'attaquait à sa transformation même, combattant son loup de l'intérieur. Le guérisseur royal, un vieux loup nommé Elias, dont la barbe était plus blanche que la neige, avait fait tout ce qu'il pouvait. Des cataplasmes d'herbes rares couvraient la blessure. Des potions amères avaient été versées entre les lèvres de Kelvin. Mais rien ne semblait suffire. La brûlure d'argent est étendue, madame, dit Elias, sa voix grave et compatissante. Ce n'est pas seulement la chair, c'est la transformation. L'argent empoisonne son essence même. Il combat son loup. Ellie essuya le front de Kelvin avec un linge frais et ses mains tremblant légèrement. Il est un combattant, murmura-t-elle. Il ne se rendra pas. Elias la regarda avec une expression étrange, un mélange de tristesse et d'espoir. Le corps peut être faible, madame, mais la volonté d'un alpha, c'est ce qui compte maintenant. Il a besoin d'une raison de se réveiller. Pour 2 jours, elle lui parla. Elle n'utilisa pas les signes, elle utilisa sa voix. Elle lui raconta son foyer, sa grand-mère Eleonora, comment la vieille dame sourde lui avait appris que le silence n'était pas une malédiction, mais un don. Elle lui parla des livres qu'elle aimait et de ceux qu'elle détestait. Elle décrivit les étoiles de la vallée de roches cramoisies, ces nuits d'hiver claires où le ciel semblait si proche qu'on aurait pu le toucher. Elle parla et elle parla, remplissant le silence étouffant dans lequel il avait vécu de son propre son constant et plein d'espoir. Dans la pénombre de la 3e nuit, alors que les bougies brûlaient bas et que les guérisseurs s'étaient retirés pour la soirée, Ellie posa sa tête sur le lit près de la main de Kelvin, épuisée par le chagrin et la peur. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, sa voix brisée, « s'il vous plaît, revenez vers moi. Vous m'avez dit que j'étais la première personne à vous voir, mais vous êtes le premier homme à me voir aussi. Ne me laissez pas maintenant, pas quand je viens juste de vous trouver. » Les larmes coulaient librement sur ses joues, trempant le drap de lin. « Je n'ai jamais eu peur du silence, Kelvin, mais j'ai peur d'un monde sans vous dedans. » Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi, ses larmes mouillant le tissu. Mais soudain, elle sentit quelque chose. Un mouvement, faible, presque imperceptible. Ses doigts. Ils bougèrent en dessous des siens. Ellie releva brusquement la tête, son cœur s'emballant. Les paupières de Kelvin frémissaient. Puis, lentement, douloureusement, ils s'ouvrirent. Ses yeux gris pâles, ne brillant plus de fièvre, trouvèrent un des siens. Il était faible. Il essaya de lever sa main, mais ne put pas. Ellie regarda, le souffle coupé, alors qu'il bougeait lentement, péniblement ses doigts, reposant toujours dans sa paume. C'était un seul signe. Un nom. Ellie. Il était de retour. La récupération de Kelvin fut lente, mais sa volonté était une forteresse. Avec Ellie à ses côtés, sa force revenait jour après jour. L'argent avait laissé une cicatrice brutale et spiralée sur son épaule et sa poitrine, un rappel permanent de son épreuve. Mais elle ne l'avait pas brisée. Le roi, pendant l'absence de Kelvin, avait agi avec une rapidité et une terrible détermination. Les cachots étaient pleins. La conspiration entière, qui allait plus profond que juste Valerius, impliquant 2 autres meutes mineures qui cherchaient à profiter de l'ascension de la Lune d'Argent, avait été démantelée. Le roi Alistair avait convoqué une session finale du conclave de l'unité. Ce n'était pas une réunion, c'était un jugement. La grande salle était bondée. Chaque alpha, chaque délégué était là. L'atmosphère n'était pas festive comme elle l'avait été. Elle était lourde,
tendue et pleine de peur. Ellie se tenait sur la plateforme haute, non pas avec sa meute, mais près des chaises vides de la famille royale. Sa meute de roches cramoisies, leur alpha Marcos, ayant été exposé comme co-conspirateur qui avait accepté de vendre Ellie à Valerius en échange de terre, était en disgrâce. Les portes au fond de la salle s'ouvrirent avec fracas. Le roi Alistair entra, portant son armure de bataille complète, mais il ne marcha pas vers le trône. Il marcha au centre de la salle et se tint debout, attendant. Puis deux autres silhouettes entrèrent. La première était Kelvin. Il n'était plus le prince muet. Il était vêtu de cuir noir, la cicatrice sur son épaule visible au-dessus du col. Il marchait sans boiter. Ses yeux gris pâles balayèrent la foule, et pour la première fois, les alphas qu'il avait autrefois moqués trouvèrent qu'ils ne pouvaient soutenir son regard. La seconde silhouette était Ellie. Elle marchait à ses côtés, la tête haute, portant le bleu profond de la maison Blackwood. Ils n'allèrent pas à la plateforme. Ils rejoignirent Alistair au centre. Le conclave est terminé, tonna la voix d'Alistair, et une nouvelle ère commence. Il fit une pause, promenant son regard sur l'Assemblée. Vous avez entendu les témoignages. Lord Valerius Thorne et les alphas de Chutes Grises et de Rivière-de-Pierre sont coupables de haute trahison, de conspiration avec des sauvages et d'usage d'argent contre la lignée royale. Un garde traîna Valerius enchaîné et le força à genoux. Il était l'ombre de l'homme qu'il avait été, brisé, humilié. L'ancienne loi est claire, dit Alistair, sa voix dure. La peine est la mort pour eux et pour toute leur lignée. Un halètement collectif parcourut la salle. C'était de la boucherie. C'était l'extinction complète de familles entières. Mon roi, cria l'alpha de la meute de roche cramoisie, Marcus. Nous avons été induits en erreur. Pitié! Alistair regarda l'homme pitoyable. La pitié ne m'appartient pas. Le jugement pour ce crime, pour l'attaque contre mon héritier, appartient à mon fils. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers Kelvin. C'était ça. Son premier acte en tant que pouvoir reconnu. Serait-il un boucher comme son père ou quelque chose d'autre? Kelvin s'avança. Il regarda Valerius. L'homme pleurait, de la morve et des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, Kelvin, pitié. Je ne savais pas. Kelvin le fixa, son visage impassible. Le silence dans la salle était si complet qu'il était une chose physique. Ils attendaient qu'il parle. Ils attendaient le commandement surnaturel tonitruant qui pouvait briser les os. Kelvin regarda les alphas terrifiés. Il regarda Valerius. Il regarda Marcus. Puis il se tourna vers Ellie. Il ne parla pas. Devant toute l'assemblée des loups les plus puissants du pays, le prince Kelvin leva ses mains. Le souffle d'Ellie se bloqua. Elle sourit. Elle leva les siennes. Leurs mains commencèrent à bouger. Une conversation rapide, silencieuse et fluide que personne d'autre dans la salle ne pouvait comprendre. « Ils attendent que tu sois ton père », signa-t-elle, son expression douce. Les mains de Kelvin répondirent, une touche de son ancien esprit sec revenant. « Mon père attend que je sois lui. Il apprécie cela, je crois. »« Que vas-tu faire ?» Kelvin fit une pause. Il regarda les hommes condamnés. Il regarda son père. Puis son regard revint sur elle. L'ancienne voix. Mort, rétribution. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce qui nous a maintenus dans ce cycle de peur. Mon père commandait par sa voix. Valerius commandait par la cruauté. Moi, je commanderai par quelque chose d'autre. Il se détourna d'elle et fit face à la salle. Il s'éloigna de Valerius. Il regarda les alphas de Rivière-de-Pierre et de Chutes Grises. Il ouvrit la bouche, debout. Le mot n'était pas le commandement dévastateur de la forêt. C'était juste une voix. La voix d'un homme forte, claire et résonnante. Mais elle portait le pouvoir. Non pas une arme de destruction massive, c'était la voix d'un roi. Les deux alphas, contraints par un pouvoir qui était à la fois naturel et absolu, se levèrent. « Vous avez trahi le conclave, » dit Kelvin, sa voix remplissant la salle. « Vous avez suivi un homme faible parce que vous pensiez qu'il était fort. Vous serez punis. » Il se tourna vers son père. « Ils seront dépouillés de leurs terres et titres. Leurs meutes seront absorbées, non pas par la lune d'argent, mais par roche cramoisie. » Un silence stupéfait. « Ils passeront les 20 prochaines années à reconstruire les terres qu'ils ont aidé à ruiner, » déclara Kelvin. « Ils travailleront, ils serviront, ils apprendront.
Il se tourna alors vers Valerius. L'homme était toujours à genoux. Quant à toi, dit Kelvin, sa voix tombant, tu as utilisé de l'argent, tu as chassé Ellie, tu as tenté d'assassiner l'héritier. La mort est facile. C'est ce que tu mérites. Valerius ferma les yeux, prêt. Mais ce n'est pas ce que tu obtiendras. Kelvin marcha vers l'Alpha Marcus, gémissant, l'ancien Alpha d'Ellie. Toi, tu as essayé de la vendre. Marcus gémit. Mon prince, je ne suis pas ton prince. Kelvin regarda Valerius. Tu seras dépouillé de ta transformation. Les guérisseurs liront ton loup. Tu seras un homme pour toujours. Et toi, il pointe à Marcus, tu seras son gardien. Vous êtes tous deux bannis dans les terres désolées du Nord. Vous vivrez vos jours ensemble. Deux hommes faibles qui ont trahi tout le monde pour rien. C'était un jugement plus terrible que la mort. Pour un alpha, perdre son loup, c'était perdre son âme. Kelvin se tourna vers le reste de la salle. Le règne de mon père, l'ancienne voix, est terminé. Le conclave n'est plus une réunion de tribus. C'est un conseil. Mon père, le roi Alistair, abdiquera. Ce fut le dernier rebondissement. Alistair, son visage un masque de pierre, hocha simplement la tête. C'était le prix que Kelvin avait exigé pour prendre sa place. Il servira comme mon premier conseiller, dit Kelvin, et comme chef de notre nouveau corps diplomatique. Kelvin marcha vers le trône. Il ne s'assit pas. Il se retourna, Ellie le rejoignant. Voici Luna Ellie de la meute Blackwood. Elle est mon âme sœur, et elle sera votre reine. Il n'avait pas à se crier. Il n'avait pas utilisé son commandement légendaire. Il avait simplement parlé. Et chaque âme dans la salle, du plus haut alpha au plus modeste serviteur, s'inclina. Pas par peur, mais par respect. Le règne du roi Alpha Kelvin Blackwood et de la reine Luna Ellie commençait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Le couronnement officiel fut fixé pour la pleine lune suivante, mais le travail commença immédiatement. Kelvin gouvernait comme aucun alpha ne l'avait jamais fait. Il écoutait. Il passait ses matinées dans la grande salle, non pas sur le trône, mais à une table ronde massive où n'importe quel alpha de meute, peu importe sa taille, pouvait venir et être entendu. Mais ces après-midi étaient pour sa reine. La bibliothèque royale devint leur véritable salle du trône. C'était là que le vrai travail se faisait. Le roi Alistair, étonnamment, s'épanouissait dans son nouveau rôle. Humilié, il avait trouvé un nouveau but dans la reconstruction des alliances que son ancien règne de force brute avait presque brisé. Lui et son fils, pour la première fois, commencèrent à parler. De vraies conversations, de la guérison. La voix de Kelvin était une présence quotidienne dans le château. Il l'utilisait pour la cour, pour les commandements à ses gardes, pour le rire avec son père. Sa voix était un outil qu'il maniait maintenant avec précision et soin. Mais son langage, son vrai langage, était toujours réservé à Ellie. Cela devint un spectacle public et adoré. Le roi et la reine, au milieu d'une négociation tendue à la cour, faisaient souvent une pause, se verrouillaient les yeux et un flot de mains passait entre eux. Un débat silencieux et rapide comme l'éclair. « Tu es trop généreux », signa Kelvin, un froncement sur son visage alors que le seigneur de la meute de Rivière-Blanche discourait sur les subventions aux grains. Ellie signa en retour, ses mains cachées de la cour par le bord de la table. « Et tu es trop intimidant. Tes sourcils l'effraient. Détends-toi. » Un petit sourire touchait les lèvres de Kelvin. Il se raclait la gorge audiblement. « Seigneur Marius, ma reine m'a convaincu. Votre demande d'aide est accordée. » Son commandement alpha mythique ne fut plus jamais utilisé. Il n'en avait pas besoin. Sa voix simple, soutenue par son intelligence et son partenariat avec Ellie, était plus que suffisante. Il était le premier roi qui gouvernait non par la dominance, mais par le respect. Lui et Ellie reconstruisirent les terres de Roche-Cramoisie, non pas comme un État vassal, mais comme une meute sœur, avec un jeune nouvel alpha, le cousin d'Ellie, à sa tête. Ils établirent des écoles. Et la première leçon enseignée, sur ordre de la reine, était la langue des signes. Au premier anniversaire de leur ascension, Kelvin et Ellie se trouvaient dans leur bibliothèque. Les portes fermées au monde. Un feu crépitait dans l'âtre, projetant une lueur dorée sur les rangées de livres anciens. Kelvin était assis, lisant un manifeste commercial. Ellie vint derrière lui, enroulant ses bras autour de ses épaules, posant son menton sur sa tête. « Tu penses trop fort, murmura-t-elle. Il sourit, se penchant en arrière contre elle.
Les apports de grains de l'Est sont compliqués. Range-les, murmura-t-elle, c'est notre soirée. Il ferma le livre. Il se tourna sur sa chaise, prenant ses mains. Il baisa ses paumes, un geste de profonde tendresse. Es-tu heureuse, Ellie Blackwood? Demanda-t-il, sa voix basse et intime. Je suis plus qu'heureuse, dit-elle doucement. Et toi? Kelvin la regarda, ses yeux gris pâles, autrefois si froids et vides, maintenant remplis d'une chaleur qui n'appartenait qu'à elle seule. Il ne répondit pas avec sa voix. Il leva ses mains. Les mouvements étaient lents, poétiques, et remplis d'un amour qui était plus fort que n'importe quel commandement. Avant toi, j'étais un fantôme, une ombre. J'étais silencieux. Les mains d'Ellie répondirent, ses propres mouvements tout aussi gracieux, et j'étais invisible, négligé. Les mains de Kelvin capturèrent les siennes. Il les porta à ses lèvres. Tu es ma voix, signa-t-il, ses yeux se verrouillant avec les siens. Elle sourit, des larmes dans ses yeux. Et tu es mon cœur, signa-t-elle en retour. Il se leva, l'attirant dans ses bras. Le roi et la reine, dans le silence de leur chambre, n'avaient plus besoin de mots. Leur silence était enfin rempli de paix. Et ainsi le prince muet qui n'avait jamais été brisé, et la louve de rang modeste qui n'avait jamais été faible, réécrivirent l'histoire de leur monde. Ils prouvèrent que le véritable pouvoir ne résidait pas dans un cri, mais dans la volonté d'écouter. Non pas dans la force d'un commandement, mais dans le courage de se connecter. Ils étaient deux âmes silencieuses qui, ensemble, avaient trouvé un langage plus fort que n'importe quelle armée. Le leur était une histoire d'amour construite non pas sur des mots, mais sur l'acte radical et changeant le monde de vraiment se voir l'un l'autre. Dans les années qui suivirent, leur règne devint légendaire, l'ère de la compréhension, comme les historiens l'appelleraient. Un temps où les meutes n'étaient plus gouvernées par la peur, mais par la sagesse, où le silence n'était pas une faiblesse, mais un choix. Et chaque soir, dans leur bibliothèque, loin des yeux de la cour, le roi et la reine se parlaient dans leur langue secrète, un langage que personne d'autre ne comprenait complètement. Le langage du cœur, chapitre 6, l'héritage des âmes silencieuses, 5 ans plus tard. L'aube se levait sur la citadelle de pierre noire, baignant les tours de pierre dans une lumière dorée et rose. La neige de la nuit précédente scintillait comme des milliers de diamants sur les toits et les remparts. C'était le premier jour du solstice d'hiver, et la citadelle se préparait pour la célébration annuelle, non plus un conclave de domination, mais un festival d'unité que le roi Kelvin et la reine Ellie avaient instauré. Dans les appartements royaux, Ellie se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se lever au-dessus des montagnes lointaines. Elle portait une robe de velours bleu nuit brodée de fils d'argent, et ses cheveux châtains étaient tressés avec des rubans de soie. À 37 ans, elle possédait une beauté sereine qui venait non pas de la jeunesse, mais de la paix intérieure. Elle posa une main sur son ventre, légèrement arrondi. 4 mois. Le guérisseur Elias avait confirmé ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Un enfant, l'héritier de Kelvin, leur miracle. Des bras forts l'enlacèrent par derrière et elle sentit Kelvin poser son menton sur son épaule. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Ils restèrent ainsi dans un silence confortable, regardant leur royaume s'éveiller. Après un long moment, Kelvin se tourna légèrement et signa contre son épaule, ses doigts bougeant où elle pouvait les voir. « À quoi penses-tu, mon cœur? » Ellie sourit, posant ses mains sur les siennes. « À combien tout a changé? À combien nous avons changé? » Kelvin se retourna pour lui faire face. À 35 ans, il portait toujours la cicatrice argentée sur son épaule et sa poitrine, un rappel permanent de la bataille qui avait changé leur destin. Mais ses yeux gris pâles brillaient de chaleur et de contentement. La dureté, la solitude qui les avait autrefois hantés avaient disparu. Il prit ses mains dans les siennes et signa, ses mouvements emplis d'une tendresse qui lui serrait toujours le cœur. « Tu m'as changé. Tu as changé ce royaume. » Et maintenant, il posa sa main sur son ventre, ses yeux s'illuminant de joie et d'émerveillement. « Maintenant, nous apportons une nouvelle vie dans ce monde meilleur. » Ellie posa sa main sur la sienne. « As-tu peur, signa-t-elle, de devenir père? » Kelvin réfléchit un moment, son expression devenant sérieuse. « Terrifié, admit-il, mais pas pour les mêmes raisons que mon père. Je n'ai pas peur que notre enfant soit différent, ou silencieux, ou bruyant. J'ai peur de ne pas être assez bon, de répéter les erreurs de mon père. » Ellie leva sa main libre et toucha son visage.
Tu ne seras jamais comme lui, dit-elle à voix haute, choisissant délibérément de parler plutôt que de signer, sachant qu'il avait besoin d'entendre les mots autant que de les voir. Tu écoutes, tu vois, tu comprends, tu seras un père extraordinaire. Kelvin ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. Et toi, murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion, tu seras la mère que tout enfant mérite. Un coup léger à la porte interrompit leur moment. La voix du page Pip, désormais un jeune homme de 17 ans et l'écuyer personnel de Kelvin, résonna. Votre Majesté, votre grâce, le roi père vous attend dans la bibliothèque, et Lord Marcus de Roche-Cramoisi est arrivé avec sa délégation. Ellie et Kelvin échangèrent un regard amusé. Marcus n'était plus le lâche tremblant qui avait essayé de la vendre. Après avoir été dépouillé de son titre d'alpha et exilé, son cousin, un homme nommé Théo, jeune, honnête et courageux, avait pris la tête de Roche-Cramoisi. La meute prospérait maintenant, et Théo était devenu l'un des conseillers les plus fidèles de Kelvin. « Nous arrivons, dit Kelvin à travers la porte, puis se tourna vers Ellie avec un petit sourire. « Prête pour une autre journée de gouvernance? Avec toi? » « Toujours, signa-t-elle en retour. La bibliothèque royale était devenue le véritable cœur du royaume. La grande table ronde que Kelvin avait fait installer était entourée de représentants de toutes les meutes, grandes et petites. Le roi père Alistair, maintenant âgé de 62 ans, était assis à la gauche de Kelvin. Les années avaient adouci le vieil homme. Ses cheveux étaient maintenant plus gris que noirs, et des rides profondes marquaient son visage. Mais ses yeux portaient une sagesse qu'il n'avait jamais eue auparavant. Lorsque Kelvin et Ellie entrèrent, tous se levèrent par respect. Kelvin fit un geste pour qu'il se rassoie, puis prit sa place, Ellie à sa droite. « Messieurs, mesdames, commença Kelvin, sa voix claire et assurée. Bienvenue au Conseil du solstice. Nous avons beaucoup à discuter. Les heures suivantes furent remplies de discussions sur les récoltes, les routes commerciales, les nouvelles écoles établies dans les territoires du Nord et un différend frontalier entre deux meutes mineurs que Kelvin résolut avec une diplomatie patiente. Mais ce fut Lord Théo de Roche-Cramoisi qui apporta les nouvelles les plus significatives. « Votre Majesté, dit Théo, se levant, nos terres prospèrent au-delà de nos rêves les plus fous. Les hautes terres de brume que vous nous avez accordées il y a 5 ans sont devenues notre plus grande bénédiction. Les sources thermales créent une terre fertile. Nos troupeaux se sont multipliés. Nos enfants sont en bonne santé et forts. » Il fit une pause, son regard se posant sur Ellie avec une gratitude profonde. « Nous vous devons tout, votre grâce, vous et le roi. Vous nous avez vus quand personne d'autre ne le faisait. » Ellie sentit les larmes piquer ses yeux. Elle regarda Kelvin, qui lui prit discrètement la main sous la table. « Vous ne nous devez rien, Lord Théo, dit Kelvin. Vous avez transformé ces terres par votre propre travail acharné. Nous vous avons simplement donné l'opportunité. C'est ce qu'une vraie meute fait. Elle s'élève les uns les autres. » Alistair, assis tranquillement, observait son fils avec une expression de fierté et de regret mêlés. Lorsque la réunion fut levée, il demanda à parler en privé avec Kelvin et Ellie. Les trois se tinrent près de la fenêtre de la bibliothèque, regardant la cour en contrebas où les préparatifs du festival battaient leur plein. Des enfants couraient, riant, des marchands installaient leurs étals, de la musique flottait dans l'air. « Je voulais vous dire quelque chose, commença Alistair, sa voix inhabituellement hésitante. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a 5 ans, il y a 15 ans. Il se tourna vers Kelvin. J'avais tort. Kelvin se raidit légèrement, surpris. « Père, non, laisse-moi finir, dit Alistair, levant une main. J'ai passé ta vie entière à te voir comme brisé, comme une honte. J'ai laissé ma douleur pour ta mère, mon échec à la protéger, se transformer en ressentiment envers toi. Je t'ai blâmé pour son silence, et en faisant cela, je t'ai forcé à porter un fardeau qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. » Les yeux de Kelvin brillèrent de larmes non versées. « Tu n'étais pas brisé, continua Alistair, sa voix se brisant. Tu étais le plus fort d'entre nous tous, et il a fallu une jeune femme courageuse d'une meute mourante pour me le montrer. » Il regarda Ellie. « Merci, ma fille, pour avoir vu ce que je refusais de voir, pour avoir sauvé mon fils, pour m'avoir sauvé moi. » Ellie sentit les larmes couler sur ses joues. Elle tendit la main et prit celle d'Alistair. « Vous avez changé aussi, roi-père. Vous avez appris. C'est tout ce que nous pouvons faire. Apprendre et grandir.
Kelvin regarda son père, puis leva ses mains. Il signa lentement, sachant qu'Alistair avait pris le temps d'apprendre les bases de la langue des signes au cours des dernières années. Je te pardonne, père. Et je t'aime. Alistair lut les signes, et pour la première fois en 5 ans, le vieil Alpha pleura. Il attira son fils dans une étreinte féroce, et Kelvin la lui rendit, enterrant son visage dans l'épaule de son père. Ellie se détourna, leur donnant ce moment privé, essuyant ses propres larmes. La guérison prenait du temps, mais elle était possible. Ce soir-là, le festival du solstice commença. La grande salle fut transformée en un espace de joie et de célébration. Des bannières de toutes les meutes pendaient des poutres. Des tables étaient chargées non pas de la nourriture lourde et excessive des anciens banquets, mais de plats simples et délicieux partagés par tous. Alpha et Oméga, nobles et roturiers. Kelvin et Ellie n'étaient pas assis sur des trônes surélevés. Ils étaient parmi leur peuple, mangeant et riant avec eux. À un moment donné, un groupe de jeunes enfants, certains des meutes les plus pauvres, s'approchèrent timidement de la table royale. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 6 ans, s'avança. « Votre Majesté, dit-elle d'une petite voix, est-ce vrai que vous parlez avec vos mains? » Kelvin sourit. Il hocha la tête, puis leva ses mains et signa quelque chose. La petite fille rit de joie. Elle avait appris la langue des signes à l'école. Il a dit « Oui, et cela signifie que je peux avoir des conversations secrètes, même dans une pièce bruyante. » Traduisit-elle pour ses amis. Ellie se pencha en avant. « Voudriez-vous apprendre? » demanda-t-elle. Les enfants hochèrent vigoureusement la tête. Kelvin et Ellie passèrent l'heure suivante à leur enseigner des signes de base, transformant la leçon en un jeu. D'autres adultes se joignirent, curieux et désireux d'apprendre. Alistair, observant depuis une table voisine, murmura au guérisseur Elia, assis à côté de lui. « Regardez-les. Mon fils, que j'ai appelé Brisé, enseigne aux enfants. Il leur donne un don que je n'ai jamais compris. » Elias hocha la tête avec sagesse. « Il ne gouverne pas par la peur, mon roi. Il gouverne par la connexion. Et c'est un pouvoir bien plus grand que n'importe quel commandement alpha. » Plus tard dans la nuit, alors que les célébrations continuaient, Kelvin et Ellie s'échappèrent de leur alcôve secrète, le balcon où ils s'étaient rencontrés pour la première fois 5 ans auparavant. La lune était pleine et brillante, projetant une lumière argentée sur la forêt enneigée en contrebas. L'air était glacial et Ellie frissonna légèrement. Kelvin retira immédiatement sa cape, cette même cape royale qu'il avait drapée sur elle lors du banquet fatidique, et l'enveloppa autour d'elle. « C'est devenu notre tradition, » dit-elle doucement, se blottissant contre lui. « Et cela le restera toujours, » murmura-t-il, l'embrassant sur le front. Ils se tinrent en silence pendant un moment, simplement en présence l'un de l'autre. Puis Kelvin recula légèrement et leva ses mains. « Je veux te dire quelque chose d'important. » Ellie pencha la tête, curieuse. « Quoi, mon amour? » « Ces 5 dernières années ont été les plus heureuses de ma vie, » signa-t-il, ses mouvements lents et délibérés. « Mais ce n'est pas à cause du trône, ce n'est pas à cause du respect que j'ai gagné, c'est à cause de toi. Chaque matin, je me réveille et je me rappelle que tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as entendu quand j'étais silencieux. Tu m'as aimé quand j'étais inaccessible. » Des larmes coulaient librement sur le visage d'Ellie maintenant. « Je veux que notre enfant connaisse cette vérité, » continua Kelvin, « que le véritable pouvoir ne vient pas de la force ou de la voix. Il vient de la capacité à vraiment voir une autre personne, à vraiment les entendre, à vraiment les aimer. » Ellie ne put signer en retour. Ses mains tremblaient trop. Au lieu de cela, elle l'attira dans un baiser profond et désespéré, versant tout son amour, sa gratitude et sa joie dans ce contact. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, elle leva ses mains. « Notre enfant saura. Je te le promets. Nous lui enseignerons, garçon ou fille, silencieux ou bruyant, alpha ou oméga, qu'il est parfait exactement comme il est, et nous lui enseignerons le langage du cœur. » Kelvin sourit, ses yeux brillants de larmes non versées. « Le langage du cœur, » répéta-t-il. « C'est parfait. » 18 mois plus tard, la pépinière royale était baignée de la douce lumière de l'après-midi. Des jouets en bois étaient éparpillés sur le sol, des loups sculptés, des chevaux et des livres des mages. Ellie était assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre, tenant leur fille dans ses bras. Lyra Eleanora Blackwood avait 6 mois. Elle avait les cheveux noirs de geste de son père et les yeux chaleureux noisettes de sa mère.
Elle était un bébé joyeux, toujours souriant, toujours curieux. Kelvin entra silencieusement, ne voulant pas perturber le moment paisible. Il regarda sa femme et sa fille, et son cœur déborda d'un amour si intense qu'il en était presque douloureux. Ellie leva les yeux et sourit. Elle vient de s'endormir, chuchota-t-elle. Kelvin s'approcha et s'agenouilla à côté du fauteuil. Il regarda le petit visage de sa fille, si paisible dans le sommeil. Puis Lyra bougea légèrement. Ses petites mains sortirent de sous la couverture, et dans son sommeil, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Ses minuscules doigts bougèrent, pas au hasard, mais dans un motif délibéré. C'était maladroit, imparfait, mais indéniable. Elle signait. Papa. Ellie halta doucement. Kelvin se figea, ses yeux s'écarquillant. A-t-elle juste? Murmura Ellie. Kelvin hocha la tête, incapable de parler. Il tendit la main et toucha doucement la petite main de sa fille. Elle l'attrapa dans son sommeil, serrant son doigt. Elle apprend déjà, chuchota Ellie, sa voix emplie d'émerveillement. Notre petite fille. Elle apprend les deux langages. Kelvin leva ses yeux vers Ellie et elle vit les larmes couler librement sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie pure et débordante. Il leva sa main libre et signa doucement pour ne pas réveiller Lyra. Elle est parfaite, comme son père, signa Ellie en retour, ses propres larmes se mêlant aux siennes.